Pendant la guerre, le régime nazi a développé un système caché qui transformait les femmes en pièces d'une machinerie de reproduction. Dans ces fermes d'élevage, aucune identité ni volonté n'était reconnue. Les femmes étaient sélectionnées et soumises, tandis que les enfants qui naissaient étaient séparés et contrôlés dès le premier instant. Ce qui se passait dans ces endroits était conçu pour effacer tout lien humain. Les mères étaient reléguées au rang de simples instruments et les enfants devenaient une partie d'un registre qui répondait uniquement à l'idéologie du Reich. Il n'y avait aucune compassion, juste un mécanisme froid où des vies entières étaient marquées dès la naissance. Comment ce programme fonctionnait-il vraiment? Que signifiait-il pour les femmes prises au piège dedans? Et quel a été le sort des enfants qui ont grandi sous l'ombre de ces fermes? L'obsession du sang, Himmler et le rêve de pureté absolue. Dans l'Allemagne des premières années du régime national-socialiste, la question démographique est devenue une préoccupation centrale. Au début du siècle, le nombre de naissances avait diminué de manière constante. La réduction du taux de natalité, combinée avec les pertes massives de la Grande Guerre et le nombre élevé de blessés permanents, présentait un panorama que les dirigeants percevaient comme alarmant. Heinrich Himmler interprétait cette diminution non seulement comme une donnée statistique, mais comme un signe de l'affaiblissement biologique du peuple allemand. La pratique étendue de l'avortement clandestin, la pression sociale sur les femmes célibataires et la législation souple de la République de Weimar renforçaient sa conviction que l'État devait intervenir de manière décisive dans le domaine de la reproduction. Himmler était né en l'année 1900 dans une famille catholique de classe moyenne. Son père exerçait comme recteur dans un institut d'enseignement, ce qui lui permit d'accéder à une formation solide. Dès ses années d'étudiant à l'Université technique de Munich, où il suivit des études d'agronomie, il acquit des connaissances sur la génétique animale et les techniques d'élevage sélectif. L'expérience pratique de l'élevage d'oiseaux renforça son inclination à appliquer des principes biologiques à l'analyse de la société. Parallèlement, il s'immergea dans la lecture d'auteurs qui développaient des théories raciales hiérarchiques comme Hans Günther, dont les typologies prétendaient démontrer la supériorité de certains groupes humains. Dans le Parti national-socialiste, auquel il a adhéré en 1923, Himmler a trouvé le cadre politique pour traduire ses idées en action. Son ascension dans les Schutzstaffel a été constante jusqu'à atteindre la direction de l'organisation en 1929. Dès lors, il a commencé à mettre en place des mesures concrètes de sélection raciale. À partir de 1931, il a exigé que les candidats démontrent une ascendance aryenne jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Cette exigence impliquait des recherches généalogiques dans les archives paroissiales et les registres civils, ainsi que des examens physiques détaillés évaluant les proportions faciales, corporelles et d'autres caractéristiques anthropométriques. Pour coordonner ces processus, le Bureau de la race et du réinstallation, connu sous le nom de Ruscha, a été créé. Son travail consistait à évaluer des dossiers personnels, émettre des classifications et établir des hiérarchies raciales. Ces tâches étaient soutenues par des protocoles développés par des institutions scientifiques comme l'Institut Kaiser Wilhelm d'anthropologie. Sous la direction d'Eugen Fischer, des systèmes de mesure ont été élaborés couvrant des dizaines de caractéristiques physiques, chacune étant notée et combinée pour produire un profil global. La portée de ces évaluations a été progressivement étendue aux conjoints des membres des SS, ce qui faisait du mariage une décision soumise à l'examen de l'État. Le cadre légal a accompagné cette construction administrative. En juillet 1933, la loi pour la prévention de la descendance avec maladies héréditaires a été promulguée. Cette réglementation autorisait la stérilisation forcée des personnes avec des handicaps physiques, mentaux ou des conditions sociales considérées comme indésirables. Dans les années suivantes, des centaines de milliers d'individus ont été stérilisés. Cette politique représentait le côté restrictif du programme démographique, empêcher la reproduction de ceux classés comme inaptes. Himmler concevait ces mesures comme un complément d'une stratégie positive. L'État devait encourager la reproduction de ceux qui étaient évalués comme porteurs de qualités précieuses. Dans son discours interne, il recourait fréquemment à des analogies provenant de l'élevage, comparant le choix de partenaires humains à la sélection de reproducteurs animaux. Sous cette logique,
La reproduction devenait une affaire de gestion technique où les autorités définissaient critères et procédures. En décembre 1935, Himmler a fondé l'organisation connue sous le nom de Lebensborn Eingetragener Verein. Elle a été enregistrée formellement comme entité privée, bien qu'elle soit financée par des cotisations obligatoires des membres des SS calculées en fonction du grade militaire. Ces statuts initiaux déclaraient comme objectif de soutenir les familles nombreuses, de fournir une assistance aux mères célibataires jugées racialement adéquates et de garantir des soins aux enfants de parents classés comme précieux. Derrière cette formulation se cachait un projet de reproduction contrôlée, dont le but était d'accroître la population considérée comme aryenne. L'administration du Lebensborn était conçue avec la rigueur bureaucratique caractéristique du régime. Chaque demande était traitée avec des formulaires standardisés, chaque naissance enregistrée dans des dossiers, chaque évaluation archivée en détail. Le langage technique convertissait des processus vitaux en catégories impersonnelles, acceptables, précieux, non aptes. Sous cette classification se définissait l'accès aux aides, le soutien aux mères, et le destin des enfants. Himmler supervisait personnellement les aspects fondamentaux du programme. Il révisait les rapports, recevait des statistiques de naissance et évaluait les recommandations des médecins et anthropologues. Sa correspondance révèle un intérêt constant pour ajuster les procédures, améliorer les méthodes de sélection et perfectionner les conditions de grossesse et d'accouchement. La précision administrative se combinait avec une vision d'ingénierie sociale appliquée directement à la biologie humaine. L'expansion territoriale du Reich a ouvert de nouveaux scénarios pour ces pratiques. Après l'annexion de l'Autriche en 1938, les premières institutions Lebensborn ont été établies en dehors de l'Allemagne. La même année, dans les Sudètes tchécoslovaques, les structures administratives qui opéraient déjà sur le territoire allemand ont été reproduites. Chaque région incorporée était évaluée en termes de potentiel racial, ce qui déterminait son rôle dans le projet démographique. Le réseau de bureaux, lois, classifications et programmes constituait une politique intégrale. L'obsession de Himmler pour la pureté du sang se traduisait par des mesures concrètes qui affectaient les mariages, les naissances et des familles entières. Le système combinait des contrôles négatifs, comme la stérilisation forcée, avec des initiatives positives destinées à augmenter le nombre de naissances parmi les secteurs définis comme précieux. À ce stade initial, la politique se développait encore principalement à l'intérieur des frontières du Reich, mais la dynamique expansive du régime annonçait que ces pratiques ne resteraient pas limitées au territoire allemand. Hors prix, la femme devenue territoire du Reich. Le régime national-socialiste a redéfini la condition féminine en termes strictement biologiques. La femme allemande a cessé d'être reconnue comme un sujet autonome pour devenir une ressource démographique de l'État. Cette transformation n'a pas surgi spontanément, mais par le biais d'un réseau de propagande, de législation et de structures institutionnelles qui ont configuré la maternité comme un devoir patriotique. À partir de 1933, la machinerie de propagande du Reich a constamment diffusé l'image de la mère entourée d'enfants, présentée comme l'idéal de la féminité. Dans les journaux, magazines, affiches et émissions radiophoniques, cette représentation se répétait jusqu'à établir un modèle uniforme de comportement féminin. L'association entre fertilité et loyauté nationale est devenue un message dominant, renforcé par un langage plaçant la maternité au même niveau que le service militaire. La grossesse a été décrite comme un acte de combat dans une guerre biologique qui définirait l'avenir de l'Allemagne. La reconnaissance officielle a donné une forme tangible à ce discours. En 1938, la Croix d'honneur de la mère allemande a été instituée, une décoration en 3 grades qui distinguait les femmes selon le nombre d'enfants. Les cérémonies de remise se faisaient lors de manifestations publiques en présence des autorités locales et couvertes par la presse. Les photographies des mères récompensées apparaissaient avec des titres exaltant leur contribution au Reich. La maternité est ainsi devenue un titre d'honneur inscrit dans un cadre de prestige citoyen. Les politiques économiques accompagnaient ces mesures symboliques. Les prêts matrimoniaux créés par l'État fonctionnaient comme incitation directe à la natalité. Chaque enfant naissait avec un bénéfice matériel concret, la remise partielle de la dette.
Avec 4 descendants, le prêt était liquidé en totalité. Ce mécanisme liait la stabilité financière familiale à la productivité reproductive, transformant l'économie domestique en instrument de politique démographique. En parallèle, la législation sur l'avortement a consolidé le caractère obligatoire de la maternité. Pour les femmes considérées racialement précieuses, l'interruption volontaire de grossesse a été absolument interdite. La pénalisation s'est intensifiée au fil des ans jusqu'à atteindre en 1943 l'introduction de la peine capitale pour ceux qui pratiquaient, facilitaient ou diffusaient des informations sur les méthodes abortives. La grossesse a cessé d'être une décision individuelle pour devenir une obligation légale et biologique, inséparable de la condition féminine dans le Reich. Le recrutement de femmes pour des programmes de maternité contrôlés, tels que le Lebensborn, s'est développé sur de multiples fronts. Dans le système éducatif, les jeunes filles recevaient une formation qui exaltait la maternité comme la contribution suprême au peuple allemand. Dans l'organisation de jeunesse Bund Deutscher Mädel, l'idée selon laquelle donner des enfants équivalait à défendre la patrie au combat était répétée. Au niveau local, les médecins, sages-femmes et fonctionnaires du parti identifièrent les candidates et les dirigeaient vers des centres d'évaluation, présentant la participation comme un privilège et un devoir patriotique. Le processus d'admission était réglementé par le Bureau de la race et du réinstallation. Le premier filtre consistait en la vérification généalogique à travers l'Annenpass, document qui certifiait une ascendance aryenne jusqu'au milieu du XIXe siècle. L'examen pouvait se prolonger pendant des semaines avec une analyse minutieuse des registres paroissiaux et des archives civiles. Un nom de famille associé à des origines slaves, une lacune documentaire ou un ancêtre douteux suffisait pour l'exclusion immédiate. Les candidates qui dépassaient la phase documentaire étaient soumises à des examens physiques et anthropométriques dans des installations médicales des SS. Les médecins enregistraient la taille, le poids, la couleur des yeux, des cheveux et la tonalité de la peau. Ils mesuraient la forme du crâne, la mâchoire, le nez et la distance entre les yeux, notant chaque donnée sur des formulaires standardisés. L'examen était réalisé sous observation stricte, sans intimité pour les évaluer. Les critères d'exclusion étaient larges: imperfections physiques visibles, cicatrices, asymétrie corporelle, maladies héréditaires ou antécédents familiaux de troubles mentaux et d'alcoolisme. La réputation sociale et politique était également vérifiée, avec des entretiens avec les membres de la famille, les voisins et les collègues de travail. L'évaluation intégrait la biologie et la loyauté idéologique dans un même dossier. La classification finale divisait les candidates en catégories hiérarchiques, précieuses, acceptables ou non aptes. Les premières accédaient au service du programme avec priorité. Les secondes pouvaient être admises selon disponibilité. Les troisièmes étaient exclues de manière définitive, avec une annotation dans les dossiers officiels qui pouvait affecter l'emploi, l'accès aux avantages ou la participation à d'autres institutions. Les femmes admises perdaient une autonomie immédiate. Dans les foyers maternels de Lebensborn, la vie quotidienne était régie par des règlements internes. Les horaires de réveil, repas, exercices et repos étaient établis par l'administration. Le régime alimentaire était conçu selon des critères nutritionnels définis par les médecins des SS, avec des aliments considérés comme représentatifs de l'identité allemande. Le contact avec l'extérieur était limité à ce qui était autorisé, la correspondance était censurée et les visites supervisées. Les résidentes ne pouvaient pas quitter les installations sans permission formelle ni décider de leur propre traitement médical. Leur fonction était réduite à la reproduction sous contrôle étatique. La maternité était administrée comme un processus technique, avec formulaires, dossiers et supervision permanente. Le corps féminin est devenu géré comme une ressource biologique dans un système qui transformait des décisions intimes en affaires administratives. Les discours officiels présentaient cette subordination comme un privilège. Les femmes admises étaient décrites comme les mères de la nation, porteuses de la mission la plus élevée. Cependant, le traitement réel les transformait en instruments d'un projet conçu par des dirigeants masculins. La pression sociale renforçait cette dynamique. Un refus de participer
pouvait se traduire par des rumeurs, un isolement communautaire ou des soupçons de déloyauté politique. Le résultat fut la transformation systématique du corps féminin en territoire administré par le Reich. La sexualité, la grossesse et la maternité passèrent sous le contrôle d'un appareil bureaucratique qui définissait les paramètres de la vie reproductive. Les femmes cessèrent d'être considérées comme des individus pour fonctionner comme des pièces d'une machinerie démographique dirigée depuis les institutions de l'État. Ce modèle, consolidé en Allemagne, anticipait son extension vers les territoires occupés, où les politiques de population acquéraient de nouvelles dimensions. Engrenage caché. À l'intérieur des maisons Lebensborn, le 15 décembre 1935 a été inaugurée à Steinhöring, en Bavière, la première maison maternelle du programme Lebensborn. Le bâtiment, un ancien établissement de soins reconverti, a été délibérément situé dans une zone rurale, à la périphérie de Munich. L'emplacement répondait à une logique de discrétion et de contrôle. L'isolement géographique permettait de tenir éloignées les activités de l'attention publique et assurait une supervision permanente sur les femmes admises. Au cours des années suivantes, des institutions similaires se multiplièrent en Allemagne et en Autriche. Les bâtiments choisis étaient, dans la plupart des cas, des châteaux adaptés, des demeures rurales, des maisons de campagne spacieuses ou d'anciens sanatoriums. La sélection des bâtiments suivait des critères de distance par rapport aux centres urbains, d'accès contrôlable et de disponibilité de terrain facilitant l'isolement. Ce modèle visait à renforcer l'idée d'autosuffisance et à préserver la discrétion institutionnelle. Le design intérieur obéissait à des directives centrales. Les espaces combinaient des salles médicales avec des dortoirs collectifs et des zones d'instruction. L'équipement comprenait un instrument gynécologique et obstétrique moderne, des lits adaptés pour les accouchements et des équipements destinés aux soins post-natals. La décoration intégrait des symboles médicaux avec l'iconographie du régime. Insignes des SS, runes germaniques, portraits de dirigeants politiques et cartes montrant l'expansion territoriale du Reich. Les couleurs dominantes étaient le blanc hospitalier accompagné de rouge et noir, tonalités officielles du parti. Dans chaque chambre, des matériaux de lecture sélectionnés étaient placés. Brochures sur l'hygiène raciale, biographies de dirigeants et textes sur la mythologie germanique. La structure administrative de chaque maison était dirigée par une directrice, généralement liée au parti ou épouse d'un officier des SS. Le personnel comprenait des médecins, des sages-femmes et des infirmières choisies tant pour leur formation technique que pour leur adhésion idéologique. Les systèmes de surveillance étaient stricts, les conversations étaient enregistrées, les activités supervisées et les contacts avec l'extérieur contrôlés. Les visites étaient limitées et la correspondance passait par une censure préalable. La routine quotidienne commençait tôt. Les internes suivaient des horaires fixes pour l'hygiène, le petit déjeuner et les contrôles médicaux. Le régime répondait à des principes nationalistes d'autosuffisance alimentaire. Les produits d'origine locale étaient privilégiés: pain de seigle, lait, beurre, viande de porc, légumes et fruits de saison. Les aliments importés comme le café étaient remplacés par des infusions de plantes locales. Les épices étrangères étaient interdites en cohérence avec l'idée de préserver la pureté culturelle et biologique même dans la nutrition. Le régime comprenait des exercices physiques spécifiques pour les femmes enceintes, des marches supervisées dans le domaine, des pratiques respiratoires dirigées par des instructrices et des étirements corporels pour renforcer les muscles associés à l'accouchement. Ces activités remplissaient une double fonction: optimiser la condition physique de la gestante et renforcer la conception de la maternité comme une discipline régulée par l'État. L'endoctrinement idéologique était un composant inséparable de la vie quotidienne. Les détenus assistaient à des conférences quotidiennes sur l'histoire germanique réinterprétée, la mythologie nordique et les théories de biologie raciale. On utilisait des diagrammes, des photographies et des matériaux éducatifs qui comparaient des prétendus types raciaux, plaçant les Germains au sommet d'une hiérarchie fictive. L'objectif était que les femmes assument la maternité comme responsabilité biologique envers le Reich. Les activités culturelles et récréatives avaient également une charge idéologique. On promouvait des chants traditionnels recueillis comme patrimoine germanique,
des lectures sur la grandeur historique des peuples nordiques et des célébrations de festivités pré-chrétiennes. La religion chrétienne était marginalisée. On n'autorisait ni l'assistance à la messe, ni les visites de clercs. À la place, on organisait des cérémonies inspirées de rituels païens germaniques, destinés à renforcer l'identité spirituelle définie par le parti. Les protocoles d'accouchement suivaient des critères médicaux et symboliques. Les accouchements étaient pris en charge exclusivement par le personnel de l'institution, en évitant autant que possible l'anesthésie. La résistance à la douleur était présentée comme une preuve de force raciale, sous la prémisse que les femmes aryennes devaient supporter la souffrance comme une contribution à la qualité de la descendance. Cette politique se justifiait par des arguments pseudo-scientifiques sur la supériorité physique encadrant la douleur comme un élément formateur pour la mission biologique du Reich. Après chaque naissance, les caractéristiques du nouveau-né étaient minutieusement enregistrées: poids, taille, couleur des yeux et des cheveux, ainsi que d'autres traits physiques. Ces données étaient intégrées dans des dossiers individuels et envoyées aux archives centrales, avec une copie au bureau personnel du Reichsführer SS. Une évaluation raciale était immédiatement appliquée, mesurant les proportions corporelles et faciales du bébé. Le résultat déterminait sa classification et, par conséquent, son destin. Dans certains cas sélectionnés, les naissances étaient accompagnées de cérémonies conçues par Himmler et des conseillers spirituels. Ces rituels remplaçaient le baptême chrétien et incluaient de l'eau de source considérée sacrée, des formules verbales qui liaient l'enfant au Reich et l'imposition de noms nordiques. Des fonctionnaires des SS agissaient comme parrains symboliques, avec la mission de superviser l'éducation idéologique du mineur. Le destin du nouveau-né dépendait de la classification obtenue. Ceux classés comme précieux étaient remis en priorité à des familles des SS, souvent par le biais d'adoptions traitées avec des documents altérés pour cacher l'origine. Ceux considérés comme acceptables pouvaient rester temporairement sous la garde de l'institution, être adoptés par des familles du parti ou élevés dans des orphelinats contrôlés par des organisations nationales socialistes. Ceux classés comme inaptes recevaient un traitement différent. Ils pouvaient être envoyés dans des institutions médicales, dans des orphelinats sans lien direct avec le parti ou enregistrés comme des naissances communes sans bénéfice du programme. Dans de nombreux cas, la séparation entre la mère et l'enfant était immédiate ou se produisait quelques semaines après l'accouchement. La décision appartenait aux administrateurs du Lebensborn, non à la volonté maternelle. La fonction des femmes se terminait avec la gestation et l'accouchement, tandis que la gestion du destin de l'enfant restait sous contrôle institutionnel. Chaque enfant recevait un dossier qui intégrait des données physiques, médicales, généalogiques et des rapports d'évaluation raciale. Ces dossiers constituaient la base documentaire du programme et alimentaient la planification démographique centralisée. La documentation détaillée permettait un suivi systématique qui transcendait l'immédiateté de la naissance, projetant chaque enfant comme élément d'une politique à long terme. De cette manière, les maisons Lebensborn fonctionnaient comme des rouages d'un mécanisme caché qui combinait soins médicaux, discipline sociale, endoctrinement idéologique et contrôle administratif. La maternité se transformait en un processus dirigé d'en haut et les nouveau-nés devenaient des ressources stratégiques pour le Reich. Ce réseau, initialement limité au territoire allemand et autrichien, s'étendrait bientôt aux régions occupées, où il prendrait des dimensions beaucoup plus complexes. Enfance pillée, l'enlèvement massif en Europe de l'Est. L'invasion de la Pologne en septembre 1939 a marqué le début d'une politique systématique d'appropriation des mineurs en Europe orientale. Cette mesure n'a pas surgi comme une conséquence secondaire du conflit, mais comme une partie planifiée des objectifs raciaux du Reich. En 1940, Heinrich Himmler a ordonné l'incorporation d'enfants polonais avec des traits considérés comme précieux pour les intégrer dans la communauté allemande. La politique répondait à la stratégie de dépeuplement et de substitution ethnique dans les territoires occupés. Les premières opérations eurent lieu pendant les déportations massives de la population polonaise. Dans les gares de Varsovie, Cracovie et d'autres villes, des agents des SS et des fonctionnaires du RUSHA séparaient les mineurs de leurs familles. Ceux qui présentaient des caractéristiques physiques conformes à l'idéal germanique étaient séparés de leurs parents et envoyés dans des centres de transit.
La sélection privilégiait les cheveux clairs, les yeux bleus ou verts, une constitution athlétique et des proportions faciales déterminées. L'âge préféré variait entre 2 et 12 ans, période pendant laquelle on considérait possible de modifier efficacement l'identité culturelle. La pratique s'est étendue à la Tchécoslovaquie après l'occupation complète du pays en 1939. Les équipes de sélection inspectèrent les écoles, les hôpitaux pour enfants et les orphelinats en appliquant des paramètres anthropométriques similaires. En 1942, la destruction de l'IDIS, en représailles à l'attentat contre Reinhard Heydrich, a inclus la sélection de mineurs parmi les survivants. En Yougoslavie, après l'invasion d'avril 1941, les opérations se sont concentrées spécialement en Slovénie, où les enfants avec des traits compatibles avec l'idéal racial étaient préparés pour le transfert. L'ampleur de la pratique est difficile à quantifier en raison de la destruction des documents à la fin de la guerre. Cependant, les estimations les plus prudentes indiquent au moins 200 000 enfants polonais enlevés, des dizaines de milliers en Tchécoslovaquie et des milliers supplémentaires en Yougoslavie et dans d'autres territoires occupés. Ces données reflètent l'ampleur du programme de germanisation infantile. La sélection ne se limitait pas à une observation superficielle. Des équipes spécialisées appelées Rassenprüfer, composées de médecins, d'anthropologues et de fonctionnaires du RUCHA, appliquaient des mesures avec un instrument anthropométrique. Les proportions crâniennes, la taille relative à l'âge, la structure mandibulaire, la forme du nez et la distance interoculaire étaient analysées. Chaque caractéristique recevait une note qui, combinée, produisait une classification finale. Cette procédure, qui pouvait être réalisée en quelques minutes, déterminait des destins irréversibles. Les rapports de classification établissaient 3 catégories. Les mineurs aptes à une germanisation immédiate étaient envoyés en territoire allemand. Ceux considérés aptes avec réserve restaient dans des centres de transit pour des examens supplémentaires. Ceux classés comme non aptes étaient exclus et faisaient face à divers destins, allant du travail forcé à l'abandon dans des conditions précaires. Les centres de transit se sont multipliés en Pologne et en Tchécoslovaquie. Le plus important a été établi à Łódź, rebaptisé Litzmannstadt, où fonctionnait une installation connue sous le nom de Kinder-KZ. Bien qu'il ait l'apparence d'un orphelinat, il opérait comme centre de traitement racial. Là, des examens médicaux plus détaillés étaient réalisés et le processus de transformation culturelle était entamé. Les enfants recevaient des identités allemandes par l'attribution de prénoms et noms de familles germaniques. Leurs documents originaux étaient détruits ou falsifiés et l'utilisation de la langue maternelle était interdite sous peine de sanction. Les frères et sœurs étaient séparés pour affaiblir les liens familiaux et les logements étaient organisés par âge et sexe. L'apprentissage de l'allemand s'imposait avec des méthodes de répétition forcée et des sanctions. On transmettait systématiquement l'idée que leurs parents étaient morts ou les avaient abandonnés, tout en renforçant le récit selon lequel l'Allemagne les sauvait et leur offrait un avenir meilleur. Les mineurs classés comme aptes étaient répartis dans différentes institutions du Reich. Certains entraient dans des foyers Lebensborn, où ils recevaient un traitement similaire à celui des enfants nés dans le programme. D'autres étaient envoyés dans des orphelinats des SS ou confiés en adoption à des familles sélectionnées selon des critères idéologiques. Aux familles adoptives, on fournissait des instructions sur la manière de consolider la germanisation, y compris des récits fictifs sur les supposées origines allemandes de l'enfant. L'éducation se poursuivait dans des écoles nationales socialistes avec des programmes conçus pour renforcer la nouvelle identité. On enseignait une histoire réinterprétée qui justifiait la supériorité germanique, la géographie qui soulignait le droit allemand sur des territoires orientaux et la biologie raciale qui soutenait l'infériorité des peuples slaves. Les enfants qui n'étaient pas conformes aux critères raciaux ou qui montrèrent de la résistance étaient envoyés dans des camps pour enfants comme ceux de Łódź et Kalisz, où la surpopulation, la malnutrition et le manque de soins médicaux entraînaient des taux de mortalité élevés. Les adolescents étaient destinés au travail forcé dans l'agriculture ou dans l'industrie, sous surveillance militaire et avec des rations minimales. Les plus jeunes ou les malades risquaient d'être inclus dans des programmes d'euthanasie déguisés, où on leur refusait une assistance médicale, où on leur appliquait des procédures létales, présentées comme des traitements.
Le système administratif accompagnait chaque phase. Les dossiers contenaient des données originales, des évaluations raciales, la nouvelle identité allemande, des rapports médicaux et la destination finale. Cette documentation était centralisée dans les bureaux du RUCHA, qui maintenaient des registres complets pour garantir le contrôle du processus. L'existence de ces archives démontre que l'appropriation des enfants faisait partie d'une politique centralisée, planifiée depuis les structures supérieures des SS. Le pillage de l'enfance en Europe de l'Est n'a pas seulement reflété la brutalité de l'occupation, mais a également mis en pratique un modèle d'ingénierie sociale conçu pour transformer des populations entières. Les enfants enlevés ont été réduits à des ressources biologiques administrées par l'État, tandis que les territoires d'origine étaient privés de générations entières. Avec l'avancée de la guerre vers l'Est, ces politiques ont acquis un caractère de plus en plus large, s'étendant à de nouvelles régions sous domination allemande. Norvège occupée, la colonie génétique du Troisième Reich. L'invasion allemande de la Norvège en avril de 1940 a ouvert un scénario particulier dans les politiques raciales du Troisième Reich. Contrairement à ce qui s'est passé en Pologne, en Tchécoslovaquie ou en Yougoslavie, ce territoire a été considéré par Heinrich Himmler et le Bureau de la race et du réinstallation comme un espace avec un potentiel génétique exceptionnel pour l'expansion de la communauté germanique. Les idéologues des SS interprétaient les caractéristiques prédominantes de la population norvégienne comme proches de l'idéal nordique défini par la doctrine nationale socialiste. Himmler avait indiqué dans des documents internes que les peuples scandinaves conservaient une pureté biologique élevée liée à une prétendue continuité avec les anciens Germains du Nord. Dans des rapports au Führer, il les décrivait comme des parents de sang dont l'intégration devait être encouragée par des politiques spécifiques d'assimilation. Lors de ses visites en Norvège entre 1940 et 1943, il affirmait publiquement que le pays devait devenir une réserve génétique pour le futur européen sous hégémonie allemande. Dans ses discours devant des officiers des SS, il soulignait que les caractéristiques raciales norvégiennes étaient plus homogènes, même que celles de l'Allemagne elle-même, et qu'il était une erreur stratégique de ne pas profiter de cet avantage biologique. Cette approche a déterminé une stratégie différente de celle appliquée en Europe de l'Est. Dans les territoires occupés de l'Est, la violence, la déportation et l'enlèvement de mineurs prédominaient. En Norvège, en revanche, la promotion de relations volontaires entre les soldats allemands et les femmes locales était encouragée, présentée comme des unions de valeurs biologiques supérieures. La présence de plus de 300 000 soldats dans un pays de à peine 3 millions d'habitants favorisait ce contact permanent entre occupants et population civile. Les autorités d'occupation, suivant les directives de Himmler, ont approuvé des politiques encourageant expressément les relations sexuelles avec des femmes répondant à des critères raciaux. En août 1940, le commissaire du Reich Joseph Terboven et le collaborateur Vidkun Quisling ont émis les directives sur les relations germano-norvégiennes. Le document stipulait que ces liens devaient être promus dans le cadre du projet d'unification nordique, modifiant les réglementations militaires habituelles qui, dans d'autres territoires, sanctionnaient ce type de relations. La propagande diffusée dans les médias norvégiens et dans les publications militaires décrivait ces unions comme l'expression d'un destin commun entre peuples germaniques. Les soldats recevaient des manuels illustrés expliquant quels traits physiques étaient les plus précieux selon la doctrine raciale. De plus, il a été autorisé que ceux qui avaient des enfants avec des femmes norvégiennes ne soient pas soumis à des sanctions disciplinaires, constituant une exception par rapport à la réglementation appliquée dans d'autres pays occupés. Les motivations des femmes norvégiennes étaient diverses. Certaines ont maintenu des liens volontaires, influencés par une attraction personnelle, des avantages matériels ou des promesses de protection. D'autres ont été soumises à des pressions implicites dans un contexte d'occupation, où l'accès à la nourriture, au combustible ou aux médicaments pouvait dépendre du contact avec des soldats.
La situation de guerre limitait la capacité réelle de décision et plaçait ces relations sur un terrain ambigu entre volontariat et coercition. Entre 1940 et 1945, entre 12 000 et 15 000 naissances de parents allemands et de mères norvégiennes ont été enregistrées selon la documentation civile et militaire. La Norvège est ainsi devenue le seul pays en dehors du Reich où le Lebensborn a développé un réseau stable d'institutions maternelles. Entre 8 et 10 maisons ont fonctionné dans différentes régions, avec une concentration particulière à Oslo, Bergen et Trondheim. La décision reflétait la priorité stratégique accordée au territoire dans le cadre du projet racial. Le fonctionnement de ces maisons suivait des protocoles identiques à ceux appliqués en Allemagne. Une assistance médicale gratuite, un hébergement pendant la grossesse et des soins à l'accouchement étaient offerts aux femmes liées aux soldats allemands. L'objectif était d'assurer des naissances dans des conditions contrôlées et d'enregistrer les nouveau-nés dans les archives du programme. Le financement provenait de l'organisation centrale Lebensborn par le biais de contributions des membres des SS et le personnel comprenait des médecins allemands déplacés en Norvège, soutenus par des sages-femmes et des infirmières locales soigneusement sélectionnées. Les accouchements étaient documentés méticuleusement et les nouveau-nés évalués selon des critères anthropométriques. Ceux qui remplissaient les critères étaient inscrits comme citoyens du Reich dès la naissance et leurs mères recevaient des certificats qui accordaient des avantages dans le système d'occupation, y compris un accès préférentiel aux rations alimentaires et une protection officielle. On estime qu'environ 8000 naissances ont eu lieu dans des installations Lebensborn norvégiennes, tandis que plusieurs milliers supplémentaires ont été enregistrés dans des hôpitaux communs sous la supervision du programme. Dans certains cas, les enfants ont été transférés directement en Allemagne pour être élevés par des familles d'officiers SS, bien que la plupart soient restés en Norvège, sous la garde maternelle ou dans des orphelinats contrôlés par le régime collaborationniste. La documentation indique qu'entre 200 et 300 ont été envoyés au Reich pour des adoptions formelles. Les maisons Lebensborn offraient aux mères célibataires une échappatoire face aux stigmates traditionnels des grossesses hors mariage, garantissant la discrétion sur l'identité du père et accordant un statut officiel à l'enfant. La défaite allemande en mai 1945 a radicalement changé la situation. Les femmes qui avaient entretenu des liens avec des soldats ont été stigmatisées comme collaboratrices et ont reçu le nom péjoratif de Tiskertøse. Dans les semaines suivant la libération, entre 30 000 et 50 000 ont été publiquement désignés sans distinction de circonstances. Les représailles comprenaient le rasage de la tête, les humiliations publiques et la marginalisation professionnelle. Les enfants nés de ces unions, appelés Tiskerbarn, ont souffert de discrimination prolongée. Dans les écoles, ils étaient isolés, stigmatisés comme descendants de l'ennemi et soumis à des moqueries constantes. Pendant les décennies d'après-guerre, entre 1000 et 2000 d'entre eux ont été internés dans des institutions psychiatriques ou des centres d'État, souvent sans justification médicale. Des recherches ultérieures ont révélé que certains ont été soumis à des expériences psychologiques et pharmacologiques dans des hôpitaux d'Oslo, Bergen et d'autres villes durant les années 50 et 60, sous prétexte de recherche sur l'hérédité des comportements. Les procédures comprenaient l'administration de médicaments expérimentaux, électrochocs et isolement prolongé, tout cela sans consentement ni garantie légale. Ces pratiques étaient justifiées par des théories sur des supposées tendances antisociales héritées de l'ascendance allemande. Le stigmate s'est maintenu pendant des générations. Beaucoup ont grandi avec de fausses identités, cachées par des familles adoptives, et n'ont découvert leurs origines qu'à l'âge adulte grâce à des archives officielles. Le silence institutionnel a entouré ce phénomène pendant des décennies. Le gouvernement norvégien n'a pas publiquement reconnu les conséquences du programme Lebensborn avant la fin du XXe siècle. Les archives sont restées classifiées et les cas ont été traités individuellement, évitant d'admettre la dimension collective du problème. Ce n'est qu'au cours des années 1980 que sont apparues des organisations d'adultes nées sous le programme, qui ont lancé des campagnes pour l'accès aux documents, la reconnaissance officielle et des compensations pour les politiques discriminatoires de l'après-guerre. Archives en cendres, l'effondrement d'un projet sans condamnation pleine.
En janvier 1945, tandis que les forces alliées avançaient vers le territoire allemand depuis différents fronts, Heinrich Himmler ordonna la destruction systématique de documentation liée au programme Ratio des SS. Parmi les objectifs principaux figurait l'élimination complète des archives liées au programme Lebensborn. La directive émanait de l'Office économique et administratif des SS et était directement coordonnée avec la direction du Reichsführer. Le but était d'empêcher que les dossiers puissent être utilisés comme preuve dans les procès que les Alliés organiseraient après la défaite du régime. Le 18 janvier 1945, Oswald Pohl, chef de ce bureau, a distribué une instruction détaillée ordonnant à tous les responsables régionaux d'incinérer sans délai le matériel sensible de caractère racial-biologique. Cette catégorie incluait des dossiers généalogiques complets, des fiches médicales de femmes admises dans des maisons Lebensborn, des registres de naissance et d'adoption d'enfants, et la correspondance administrative entre les différentes dépendances du programme. La mise en œuvre de ces ordres a montré une planification centralisée. Dans les zones occidentales de l'Allemagne, où l'évacuation des installations se déroulait de manière plus ordonnée, des fours industriels et des équipements d'incinération ont été utilisés pour garantir la destruction complète. En revanche, dans les régions orientales, où l'avance soviétique était rapide, des méthodes plus improvisées ont été utilisées, comme des feux de camp dans les cours ou l'explosion de bâtiments entiers. Cette différence explique pourquoi plus de fragments documentaires ont survécu dans les territoires occupés par l'armée rouge que dans ceux libérés par les forces occidentales. En Bavière et en Autriche, où se trouvaient certaines des maisons Lebensborn les plus importantes, l'incinération s'est prolongée pendant plusieurs jours et a utilisé un équipement industriel pour réduire la totalité du matériel. En Bohême et dans d'autres régions de l'Est, la destruction a été plus partielle, ce qui a permis à certains fichiers d'être capturés par les troupes soviétiques. Ces documents sont restés classifiés pendant des décennies et ne sont devenus accessibles que de façon limitée après la fin de la guerre froide. La directive de Pohl distinguait entre les matériaux. Certains dossiers médicaux généraux pouvaient être évacués si les circonstances le permettaient, mais tout document avec une classification de sécurité élevée devait obligatoirement être détruit. Lorsque les troupes alliées sont arrivées au printemps de 1945, elles ont trouvé des installations qui ne correspondaient pas au modèle de camp de concentration. Les maisons Lebensborn avaient l'apparence de maisons de campagne, de châteaux adaptés ou de cliniques médicales bien équipées. Le 2 mai 1945, une unité américaine a découvert la maison de Steinhöring. Le rapport du capitaine Thomas Royal décrivait la surprise initiale. Un bâtiment avec des chambres d'enfants, des berceaux bien rangés et du personnel se présentant comme les infirmières et sages-femmes. L'absence de documentation empêchait d'identifier les enfants hébergés. Des situations similaires se sont répétées en Autriche et en Bohême, où les soldats ont trouvé des institutions partiellement évacuées, avec des traces d'activités médicales récentes mais sans archives, permettant de reconstituer leur fonctionnement. Les documents qui ont survécu étaient fragmentaires. Ils comprenaient des listes incomplètes de naissance, des formulaires partiels d'évaluation raciale et des communications internes. Bien qu'ils confirmaient l'existence d'un appareil administratif, ils ne suffisaient pas pour déterminer l'ampleur totale du programme ni pour établir des responsabilités individuelles. Les installations elles-mêmes ont eu des destins divers après leur découverte. Certaines ont été converties en hôpitaux militaires alliés, tandis que d'autres ont servi de centres d'accueil pour les réfugiés et les personnes déplacées, ce qui était paradoxal, compte tenu de leur origine en tant qu'institution de contrôle racial. Pour poursuivre les responsables des programmes raciaux des SS, les Alliés ont organisé un jugement spécifique connu sous le nom de cas Rucha, officiellement intitulé « États-Unis contre Ulrich Greifeld et autres ». Il s'est tenu entre octobre 1947 et mars 1948 dans le cadre des procès poursuivants de Nuremberg. Le procès incluait 14 hauts fonctionnaires liés aux institutions raciales du Reich. Parmi les accusés figuraient Ulrich Greifeld, chef du commissaire du Reich pour le renforcement du peuple allemand, Max Zollmann, directeur administratif de Lebensborn, et Gregor Ebner, médecin en chef du programme.
Le parquet a engagé des poursuites pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et appartenance à des organisations criminelles. En ce qui concerne Lebensborn, il était soutenu que l'institution avait collaboré à l'enlèvement systématique de mineurs dans les territoires occupés et à l'appropriation d'enfants considérés racialement précieux. Cependant, la défense a bénéficié de l'absence de preuves complètes, conséquence directe de la destruction documentaire. Solman et Ebner ont soutenu que leur travail se limitait à des services médicaux et sociaux pour les femmes allemandes, sans participation à des opérations d'enlèvement. Le tribunal a reconnu qu'il existait un programme de germanisation des mineurs, mais n'a pas pu prouver que Lebensborn était l'exécuteur direct des enlèvements. Des centaines de milliers d'enfants disparus en Pologne et dans d'autres territoires, seule une fraction réduite a pu être liée aux maisons maternelles par des documents vérifiables. Pour cette raison, Solman et Ebner ont été acquittés des charges les plus graves, bien qu'ils aient été condamnés pour appartenance aux SS. Les peines imposées au reste des accusés se sont avérées moins sévères que prévu. Greffelt a été condamné à la réclusion à perpétuité, bien qu'il soit décédé en prison quelques années plus tard. D'autres accusés ont été condamnés à entre 10 et 25 ans de prison, plusieurs sentences ayant été réduites par la suite. Le début de la guerre froide a influencé de manière décisive sur ces résultats. La priorité des puissances s'est déplacée vers la confrontation politique et militaire, reléguant au second plan la poursuite judiciaire approfondie des fonctionnaires de second niveau. En République fédérale d'Allemagne, de nombreux médecins et administrateurs liés à Lebensborn ont repris des carrières professionnelles sans subir de conséquences significatives. Gregor Ebner, par exemple, a exercé comme pédiatre privé à Munich jusqu'à 1966. Dans la zone d'occupation soviétique, les archives capturées ont été utilisées comme propagande pour dénoncer le régime nazi, mais n'ont pas conduit à des procès supplémentaires contre le personnel intermédiaire. Le silence autour du programme s'est prolongé pendant des décennies dans le contexte international. Lebensborn a reçu une attention marginale dans les études sur le nazisme, éclipsée par les crimes documentés des camps de concentration et des opérations militaires. Le fait qu'il n'ait pas été déclaré organisation criminelle à Nuremberg a contribué à cette invisibilité historiographique. Le résultat pratique fut qu'une grande partie du personnel médical, des sages-femmes et des administrateurs qui avaient participé à la gestion des maisons maternelles ou à la bureaucratie du programme ont échappé aux responsabilités judiciaires. La combinaison d'archives détruites, de procès limités et de priorités politiques issues de la guerre froide a créé des conditions d'impunité effective. L'absence de documentation complète et de condamnation ferme a laissé irrésolue l'ampleur réelle de la responsabilité institutionnelle dans la mise en œuvre des politiques de reproduction contrôlée du Troisième Reich, un vide qui conditionne encore la mémoire historique de ces faits. L'écho du sang, survivant marqué par la mémoire. La défaite du Troisième Reich en mai 1945 a laissé des milliers d'enfants nés sous le programme Lebensborn dans une situation d'indéfinition juridique et sociale sans précédent. Avec les archives détruites de manière délibérée et les institutions dissoutes, une grande partie de ces mineurs s'est retrouvée sans documentation établissant leur véritable identité ou leur origine familiale. En Allemagne, Autriche, Norvège et d'autres pays où avaient fonctionné les maisons de maternité, les enfants dits Lebensborn sont devenus un groupe marqué par l'origine de leur naissance et par le fardeau symbolique d'avoir fait partie d'une expérience raciale d'État. Les bébés trouvés dans les installations ont été transférés dans des orphelinats gérés par les autorités d'occupation ou par des institutions religieuses qui avaient survécu au conflit. Là, ils ont été enregistrés comme orphelins de guerre, une dénomination large qui cachait les circonstances concrètes de leur origine. Cette classification a dilué les différences entre les enfants sans famille à cause de la guerre et ceux qui étaient nés dans le cadre d'un projet biopolitique du régime nazi. En territoire allemand et autrichien, les enfants de mères célibataires liés à des membres des SS ont affronté le rejet dans leur communauté immédiate. Le stigmate associé au fait d'être descendants de l'organisation vaincue compliquait leur intégration à l'école et dans la vie sociale. Des rapports de services sociaux d'après-guerre décrivent des cas d'enfants agressés par des camarades, exclus d'activités collectives ou signalés par des adultes qui connaissaient leur origine.
Certaines familles adoptives ont renvoyé des mineurs à des institutions étatiques après avoir découvert leur lien avec le programme. En Norvège, où la documentation est plus complète, on estime qu'entre 1000 et 2000 enfants identifiés comme descendants du programme ou de relations avec des soldats allemands ont été internés dans des institutions psychiatriques ou des centres de garde durant les décennies de 1940 et 1950. Ces internements ne répondaient pas nécessairement à des diagnostics médicaux, mais à la perception que leur origine les rendait problématiques pour la société. Des documents administratifs d'hôpitaux norvégiens employaient des expressions comme « trouble de guerre », un euphémisme qui dissimulait une pratique discriminatoire. Les traitements appliqués comprenaient des procédures qui sont aujourd'hui considérées comme abusives. Les dossiers médicaux décrivent l'hydrothérapie à l'eau froide, de longues périodes d'isolement et, dans certains cas, l'application de chocs électriques à des mineurs. Dans les hôpitaux d'Oslo et de Bergen, l'utilisation de ces enfants dans des expériences psychiatriques et pharmacologiques a également été documentée, présentée comme des études sur l'hérédité du comportement, réalisées sans consentement ni garantie légale. En Allemagne et en Autriche, de nombreux enfants ont été adoptés sous des identités reconstruites. Les registres officiels ont été modifiés par les autorités d'occupation qui cherchaient à les intégrer dans des familles ordinaires. Dans d'autres cas, les documents ont été cachés ou sont restés classifiés par les gouvernements. En conséquence, de nombreux enfants ont grandi sans connaître leur véritable origine. À partir des années 1960, certains ont découvert accidentellement la vérité à travers des démarches civiles, des recherches dans les archives ou des commentaires familiaux révélant des incohérences dans les noms, les dates et les lieux de naissance. L'impact psychologique de ces découvertes a été profond. Des adultes qui s'étaient peu considérés comme allemands depuis l'enfance se trouvaient soudain confrontés à la révélation qu'ils étaient d'origine polonaise, tchèque ou yougoslave et qu'ils avaient été germanisés dans les premières années de leur vie. D'autres ont découvert que leurs parents biologiques étaient morts pendant l'occupation. Ces révélations ont engendré des crises d'identité et des sentiments déracinés qui ont perduré pendant des décennies. Dans les premières décennies d'après-guerre, le sujet est resté silencieux dans la plupart des pays impliqués. En Allemagne de l'Ouest, Lebensborn n'a pas été inclus de manière significative dans les programmes éducatifs ni dans les politiques commémoratives. L'attention s'est concentrée sur les camps de concentration et les crimes de guerre les plus documentés. En Norvège, la question est devenue un tabou national. Le gouvernement a évité de reconnaître publiquement l'existence de politiques spécifiques envers les mères et les enfants de soldats allemands. En France, en Belgique et aux Pays-Bas, les enfants nés de ces relations ont été catégorisés comme enfants de l'occupation sans distinction pour ceux qui avaient été directement liés au programme. La destruction de fichiers, la dissimulation institutionnelle et le stigmate social ont produit une invisibilité prolongée. De nombreux adultes nés dans le programme ont vécu sans connaître leur histoire, tandis que d'autres qui la connaissaient ont fait face à un rejet sans soutien officiel. Le silence a commencé à se briser dans les années 1980, lorsque des groupes d'adultes nés sous Lebensborn ont commencé à s'organiser. En Norvège, en 1986, la première association formelle d'enfants de l'occupation a été créée, qui a ensuite établi un contact avec des organisations similaires en Allemagne et en Autriche. La couverture médiatique de témoignages individuels a suscité un intérêt académique. Historiens et journalistes ont accédé à des archives jusque-là inaccessibles et ont publié des études qui ont placé le programme dans l'histoire du nazisme. Des documentaires produits en Allemagne et en Norvège ont montré des adultes racontant leur découverte tardive de l'origine et les difficultés vécues dans l'enfance et la jeunesse. En 1999, l'association Lebenspuren a été fondée en Allemagne, composée de personnes nées dans des maisons maternelles. L'organisation a offert un soutien psychologique, a promu l'accès aux archives fragmentaires et a donné une visibilité publique à travers des conférences et des interviews. Les demandes de reconnaissance ont obtenu une réponse progressive. En 2002, le gouvernement norvégien a présenté des excuses officielles aux mères et aux enfants liés au programme, reconnaissant la discrimination subie après la guerre et établissant des compensations économiques limitées. En Allemagne, la reconnaissance a été plus tardive et partielle.
En 2006, un programme d'accès aux documents a été créé pour ceux pouvant prouver un lien avec Lebensborn, bien que sans réparation matérielle généralisée. L'étude du programme a acquis de la pertinence dans les débats contemporains sur la génétique et la reproduction assistée. L'existence d'un système étatique qui a cherché à diriger la reproduction humaine selon des critères raciaux est devenu un point de référence dans les discussions sur l'éthique biomédicale. Les chercheurs en bioéthique ont souligné des parallèles structurels entre la classification raciale du nazisme et les techniques modernes de sélection embryonnaire, bien que dans des contextes et avec des motivations différentes. Pour les survivants, participer à ces débats signifiait ajouter une dimension supplémentaire à leur expérience, transformant leur mémoire personnelle en avertissement collectif sur les risques de subordonner la reproduction humaine à des objectifs politiques ou idéologiques.